Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter un nouveau conte d'hiver de Karen Blixen. Très belle écoute à tous. L'enfant rêveur. Pendant la première moitié du siècle dernier, une famille de pêcheurs habitait une chaumière dans l'île de Sealand, au Danemark. Cette famille portait le nom de Plejde, d'après son village natal. Elle paraissait assez peu capable de se tirer d'affaire de quelque façon que ce soit. Jadis, elle avait possédé quelques lopins de terre par-ci par-là, mais elle avait perdu tous ses biens et ne réussissait dans aucune nouvelle entreprise. Les Plejde avaient tout juste la chance de ne pas faire de la prison au Danemark. Mais l'histoire de leur famille consistait en une série de ces fautes et péchés qui séparent certaines gens de la société normale, sans que pour autant ils enfreignent réellement ces lois. Vagabondage, ivresse, jeu, procréation d'enfants illégitimes, suicide. Le vieux pasteur de Ticoli disait à leur sujet « Ces Plejde ne sont pas mauvais. J'ai vu dans ma paroisse des familles bien pires. Ce sont de beaux types, bien portants, sympathiques. Ils ont même quelques talents à leur manière. Ce qui leur manque, c'est l'art de vivre. Et s'ils ne se corrigent de cette incapacité, je ne sais pas ce qu'il adviendra d'eux, sauf qu'ils se feront manger par les rats. » Mais, chose singulière, les Plejde avaient-ils entendu cette fâcheuse prophétie et en avaient-ils été salutairement effrayés ? Toujours est-il qu'au cours des années suivantes, ils parurent vraiment se ressaisir. L'un d'entre eux entra par mariage dans une respectable famille de paysans. Un autre bénéficia d'un heureux coup du sort à la pêche au hareng. Un troisième fut converti par le pasteur de la paroisse et obtint l'emploi de sonneur de cloche. Seul un des enfants du clan, une jeune fille, ne put échapper à la fatalité. Au contraire, elle parut amasser sur sa tête tout le poids des fautes et de la mauvaise fortune de sa tribu. Pendant sa vie courte et tragique, la contrée se débarrassa d'elle et elle échoua dans la ville de Copenhague avant sa 20e année. Elle y mourut de misère, laissant un petit garçon. Le père de l'enfant, qui d'ailleurs n'intervient pas dans cette histoire, avait donné $100 à la mère. La mourante les remit en lui confiant son bébé à une vieille blanchisseuse borgne, Madame Malheur, chez laquelle elle logeait. Elle pria Madame Malheur de subvenir à l'entretien du bébé tant que l'argent durerait. Elle-même ne s'accorda plus qu'un court délai dans cette vie, obéissant au véritable esprit des Plejde. À la vue de l'argent, Madame Malheur eut les joues roses. Elle n'avait encore jamais eu 100 riksdaler sous les yeux. Elle poussa un long soupir en apercevant le petit garçon. Puis elle se chargea de lui, ajoutant ce fardeau à ceux que la vie lui avait déjà imposés. Jans, c'était le nom du petit, ne prit conscience des choses que dans les bas-fonds du vieux Copenhague, dans une arrière-cour pareille à un puits, véritable labyrinthe de chiffons et de détritus à l'odeur nauséabonde. Il prit aussi lentement conscience de lui-même et de ce que sa situation avait d'exceptionnel dans le monde. Il y avait d'autres enfants dans la cour, une quantité d'enfants, pâles et crasseux comme lui, mais tous semblaient appartenir à quelqu'un. Ils avaient un père et une mère. Il y avait autour de chacun d'eux un groupe d'autres enfants braillards qui appelaient leurs sœurs et leurs frères et qui remplissaient la cour de leurs crailleries. Visiblement, ces enfants-là faisaient partie d'une communauté. Jean se mit à réfléchir sur l'attitude particulière du monde envers lui et sur les raisons de cette attitude.
Elle s'accordait en partie avec une sorte d'avertissement de son propre cœur. Il devinait qu'il n'appartenait pas à son entourage, mais à un autre milieu. Pourtant, la nuit, il faisait des rêves chaotiques mais chatoyants, et pendant le jour, ses rêves le hantaient. Parfois, le faisaient rire en secret. Ils étaient pour lui comme le tintement d'une cloche. Alors Madame Malheur hochait la tête, le croyant un peu faible d'esprit. Un jour, une amie d'enfance de Madame Malheur vint la voir. C'était une vieille couturière au visage plat et au teint brun. Elle portait une perruque noire. On l'appelait Mamselle Anne. Pendant sa jeunesse, elle avait fait de la couture dans beaucoup de grandes maisons. Un ruban rose ornait sa robe noire verdie par l'âge. Elle avait gardé de petites coquetteries, des manières de jeune fille un peu bébête. Mais sous sa poitrine plate battait un grand cœur qui lui permettait de mépriser son dénuement actuel en se souvenant de la splendeur dont elle paraît le passé. Madame Malheur, femme de peu d'imagination, ne prêtait pas volontiers l'oreille au soliloque grandiloquent, mais peu précis de son amie, et bientôt Mamselle Anne se tourna vers Jeans pour trouver un auditeur sympathique. La sérieuse attention du gamin accélérait follement le cours des récits fantaisistes de la vieille fille. Elle parlait de la somptueuse profusion du satin, du velours, des tissus brochés. Elle décrivait de vastes salons, des escaliers de marbre. La lumière d'une multitude de chandelles rehaussait encore la beauté de la dame de Séan, parée pour le bal, et son époux, la poitrine décorée d'une étoile, venait à sa rencontre pour la faire monter dans sa voiture à 2 chevaux qui les attendait dans la rue. Elle décrivait aussi, avec le même enthousiasme, les grands mariages à la cathédrale et les enterrements, auxquels assistaient des dames vêtues de noir, comparables à des colonnes d'une tragique magnificence. Les enfants appelaient leurs parents, papa et maman, et non père et mère, suivant l'usage au Danemark. Ils avaient des poupées, des chevaux à bascule, des perroquets bavards dans des cages dorées, et des chiens qui avaient appris à faire le beau. Les mères embrassaient leurs enfants, leur donnaient de petits noms d'amitié et des bonbons. Même en hiver, les chambres chauffées aux fenêtres voilées de rideaux de satin étaient embaumées par le parfum de fleurs qui s'appelaient des héliotropes ou des lauriers roses. Et les lustres pendus au plafond étaient eux-mêmes des bouquets de fleurs et de feuilles en cristal. L'image de ce monde majestueux et d'une beauté éclatante se fondait dans l'esprit de Jean avec l'isolement inexplicable dans lequel il vivait. Tout n'était plus que rêve, que fantaisie irréelle. Il n'était aussi seul chez Madame Malheur que parce qu'une des demeures dépeintes par Mamselle Anne était son propre foyer. Madame Malheur passait de longues heures à faire ses lessives ou bien à porter leur linge à ses clientes de la ville. L'enfant s'amusait alors à se représenter cette maison imaginaire, ainsi que ses habitants, qui avaient pour lui une si vive tendresse. De ce côté, Mamselle Anne remarquait l'effet de son récit et comprenait qu'elle avait trouvé le public idéal, et cette découverte lui suggérait des inventions nouvelles. Les relations entre la vieille couturière et le petit garçon devinrent peu à peu une histoire d'amour. Leur bonheur, leur existence même, dépendait de la réciprocité de leurs sentiments. Or, Mamselle Anne était une révolutionnaire née, une réformatrice de la société, par suite d'une intuition personnelle de son âme virginale et fière. Bien qu'elle eût toujours vécu avec des gens soumis à leur sort et qui réfléchissaient peu. La grandeur, la beauté, l'élégance constituaient pour elle le sens de la vie. Pour rien au monde, elle n'eût accepté de les voir disparaître de ce monde. Mais elle brûlait d'indignation à la pensée du cruel scandale qui privait tant d'êtres humains de ces biens précieux dont ils ignoraient même la valeur. De pauvres femmes vivaient et mouraient sur cette terre, ne connaissant que la pauvreté sordide et les privations.
La vieille fille s'éveillait chaque matin dans l'attente du jour de la justice, quand les rôles seraient renversés et que les déshérités, les oppressés entreraient dans un ciel où tout ne serait plus qu'élégance et grâce. Pourtant, Mamselle Anne s'efforçait de ne pas communiquer à l'enfant sa propre amertume et sa révolte. Leur intimité grandissante l'incitait à voir dans le petit Jean l'héritier légitime de la magnificence qu'elle avait implorée en vain pour elle. Il ne fallait pas qu'il combatte pour l'obtenir, tout était à lui de plein droit et devait lui échoir naturellement. Peut-être cette femme qui avait l'expérience de la vie devinait-elle que le petit garçon n'avait aucune tendance à l'envie ou à la rancœur. Au cours de leur long et heureux entretien, il acceptait sérieusement et sans crainte, bien qu'il n'eût aucune part, le monde que lui présentait Mamselle Anne, ce monde des enfants privilégiés. Il y eut une courte période de sa vie au cours de laquelle Jean voulut confier son bonheur aux enfants de l'arrière-cour. Il leur dit que bien loin d'être le garçon niais dont Madame Malheur tolérait tout juste la présence chez elle, il était au contraire un favori de la fortune. Il avait un papa, une maman, une belle maison à lui, une voiture et des chevaux. Il était très gâté et on lui accordait tout ce qu'il désirait. Chose curieuse, les enfants ne se moquèrent pas de lui, ni tout de suite ni plus tard. Ils parurent même ajouter foi à ses récits, mais il leur fut impossible de suivre les caprices de son imagination, qui ne les intéressait guère, et bientôt ils les ignorèrent. Jean renonça donc à faire partager aux autres le secret de sa félicité. Pourtant, certaines questions posées par les enfants le faisaient réfléchir, et il interrogea Mamselle Anne, car leur confiance réciproque était complète sur les circonstances qui l'avaient séparé des siens et amené chez Madame Malheur. Mamselle Anne trouva difficile de répondre d'une manière satisfaisante. Après de longues réflexions, elle donna cependant une explication à Jean, à la manière d'une sibylle. La vie et les livres, dit-elle, fournissent maint exemple d'enfants, et surtout d'enfants de haute naissance, nés dans les circonstances les plus heureuses et chéris de leurs parents, mystérieusement disparus et perdus. À ces mots, elle s'arrêta net, car même pour son caractère indomptable et qui avait fait ses preuves, le sujet paraissait trop tragique pour qu'on puisse s'y attarder. Jean accepta l'explication dans l'esprit de celle qui l'avait donnée, et de ce moment-là, il se vit lui-même sous l'aspect mélancolique, mais fréquent, d'un enfant disparu et perdu. Quand il eut 6 ans, Mamselle Anne mourut, lui laissant les quelques biens qu'elle possédait sur cette terre. Un dé d'argent usé, une belle paire de ciseaux, une petite chaise de bois noir ornée de roses peintes. Jean s'attachait à ces choses une grande valeur et les contemplait gravement chaque jour. Ce fut à ce moment-là que Madame Malheur se vit au bout des $100 que lui avait laissés la mère de Jean. Vexée depuis longtemps par le dévouement de sa vieille amie pour l'enfant, elle décida de prendre sa revanche et de faire travailler dorénavant Jean à la buanderie. Le gamin ne disposa plus de rien. Le dé, les ciseaux et la chaise passèrent dans la chambre de Madame Malheur, seul reste tangible et seule preuve de cette splendeur que le gamin avait connue et partagée avec Mamselle Anne. À l'époque où ces événements eurent lieu, un jeune ménage, Jacob et Émilie Vandamme, vivaient dans une superbe maison de la Bredgade. Jacob et Émilie étaient cousins. Elle, fille unique d'un des armateurs les plus importants de Copenhague, et lui, fils de la sœur de ce puissant personnage.
Le vieil armateur, qui était veuf, habitait avec sa sœur, veuve elle aussi, les 2 étages inférieurs de la maison, plus élevés de plafond que les autres. La famille était étroitement unie et le jeune couple avait été fiancé dès l'enfance. Jacob était un grand jeune homme, intelligent et d'un caractère facile. Il avait beaucoup d'amis, mais aucun d'eux ne pouvait contester le fait de sa précoce calvitie. Il n'était âgé alors que de 30 ans. Émilie n'était pas d'une beauté régulière, mais elle était infiniment gracieuse et élégante de tournure, et elle pouvait se vanter d'avoir la taille la plus svelte de tout Copenhague. D'une grande souplesse de mouvement, elle était douée d'une voix mélodieuse et douce. Elle parlait toujours assez bas, d'un ton légèrement ironique. Une réserve distinguée caractérisait toute sa personne. Au point de vue moral, elle se révélait la digne fille d'une longue lignée d'hommes d'affaires honnêtes et capables. Elle était droite, raisonnable et digne de confiance, avec une nuance de pharisaïsme. Elle consacrait une grande partie de son temps à des œuvres charitables et savait exactement reconnaître les pauvres méritants et les autres. Elle recevait largement et avec amabilité, mais ne fréquentait strictement que son propre milieu. Son vieil oncle, qui avait voyagé dans le monde entier et admirait fort le beau sexe, la taquinait au cours des réunions de famille du dimanche soir. Il y a, disait-il, un contraste délicieusement piquant entre ton corps souple et ton esprit rigide. Mais il y eut un temps où, à l'insu du monde, le corps et l'esprit d'Émilie avaient été pleinement d'accord. Émilie avait 18 ans et Jacob était sur un navire en Chine quand elle s'éprit d'un jeune officier de marine, Charles Dreyer. 3 ans plus tôt, Charles Dreyer, alors âgé de 21 ans à peine, s'était distingué pendant la guerre de 1849 et avait été décoré. Émilie n'était pas fiancée officiellement à son cousin et elle ne pensait pas non plus qu'elle briserait le cœur de Jacob en épousant un autre jeune homme. Pourtant, elle était en proie à d'étranges appréhensions et la violence de ses sentiments l'effrayait. Lorsque pendant ses heures de solitude, elle réfléchissait à ce qu'elle éprouvait, elle jugeait indigne d'elle de dépendre autant d'un autre être. Mais elle oubliait ses craintes en présence de Charles, et elle s'étonnait sans cesse que la vie puisse être aussi suave. La meilleure amie d'Émilie, Charlotte Tutain, lui dit un soir que les 2 jeunes filles se déshabillaient après un bal. « Charles Dreyer fait la cour à toutes les jolies filles de Copenhague, mais il n'a l'intention d'en épouser aucune. Je crois qu'il est un second donjon. » Sans répondre, Émilie sourit à son miroir. Son cœur fondait de tendresse à l'idée que Charles fût aussi mal jugé par le monde entier. Elle seule l'estimait pour ce qu'il était en réalité, c'est-à-dire bon, fidèle et sincère. Le bateau de Charles allait appareiller pour les Indes occidentales. Pendant la nuit qui précéda son départ, il se rendit à la villa du père d'Émilie pour prendre congé de ses habitants. Émilie était seule. Le jeune couple alla se promener au jardin. C'était une nuit de lune. Émilie cueillit une rose blanche, humide de rosée, et l'offrit à Charles à l'instant de la séparation sur la route devant le portail. Obéissant à un grand élan de passion, Charles saisit les 2 mains de la jeune fille et les appuya contre sa poitrine, et il supplia Émilie, puisqu'aussi bien personne ne les avait vus, de lui permettre de rentrer avec elle dans sa chambre et d'y rester jusqu'au matin de son départ pour de si lointains pays. S'en est-il impossible aux générations actuelles de se représenter l'horreur, l'épouvante et la répulsion que le seul mot de séduction évoquait chez les jeunes filles de ce temps révolu. Émilie n'aurait pu être plus mortellement effrayée et révoltée en s'apercevant que Charles voulait lui couper la gorge. Il dut répéter sa prière à plusieurs reprises pour se faire comprendre, et quand Émilie saisit le sens de ses paroles, elle sentit le sol s'effondrer sous elle.
le seul homme en qui elle avait confiance et qu'elle aimait, cherchait à lui faire commettre le péché suprême et à attirer sur elle le désastre et la honte. Il lui demandait de trahir la mémoire de sa mère et de trahir en même temps toutes les jeunes filles de ce monde. L'amour que lui inspirait Charles faisait d'elle sa complice criminelle. Elle se vit perdue. Charles la sentit trembler et l'entoura de ses bras. Terrorisée, elle poussa un cri étouffé, échappa à son étreinte, et faisant appel à toute sa force, elle ferma la lourde porte de fer sur le jeune homme, comme si elle eût voulu enfermer dans sa cage un lion furieux. Mais de quel côté de la porte se trouvait la bête féroce? Les forces d'Émilie cédèrent. Elle se cramponnait sans énergie à la grille de fer forgé contre les barreaux, tandis que de l'autre côté, l'amoureux repoussé se pressait contre elle et essayait de saisir à travers les interstices les mains de la jeune fille ou ses vêtements, en l'implorant de le laisser entrer dans la maison. Elle résista et s'enfuit jusqu'à sa chambre, mais ce ne fut que pour y retrouver le désespoir qui emplissait son propre cœur et l'amertume d'un monde désormais vide pour elle. 6 mois plus tard, Jacob revint de Chine et ses fiançailles avec Émilie furent célébrées par de grandes fêtes de famille. Le mois qui suivit apprit à Émilie la mort de Charles, emporté par les fièvres à Saint-Thomas. Elle n'avait pas 20 ans quand eut lieu le mariage avec Jacob et qu'elle se trouva reine et maîtresse d'une belle demeure. Plus d'une jeune fille de Copenhague se mariait alors par dépit. Pour sauver sa dignité personnelle, reniant son propre amour et se faisant un point d'honneur de vanter l'excellence de son mari. Ces jeunes épouses furent bientôt incapables de distinguer entre la vérité et le mensonge. Leur mari pouvait s'applaudir d'avoir eu l'avantage sur l'époux choisi par amour et qui risquait pourtant d'être éclipsé un jour par un rival plus puissant, plus séduisant. La jeunesse d'Émilie fut du parti de Jacob et la maintint dans le droit chemin avec une force invincible. Plus l'ombre de Charles la hantait, plus elle avait de peine à l'oublier, plus elle restait fidèle à l'honnête ambition d'une épouse, plus elle fut une maîtresse de maison ingénieuse et pleine d'attention. Elle fut en quelque sorte sauvée du sort de beaucoup de ses pareils par l'appui de la lignée Vandamme, morts ou vivants, ces hommes respectueux de la tradition et des saines réalités. Au jour d'épreuve, ils regardaient en face la banqueroute et la ruine. Ils étaient les serviteurs honnêtes des faits. Émilie fit elle aussi l'inventaire de ses profits et pertes. Elle avait aimé Charles et il s'était révélé indigne de son amour. Jamais plus elle n'aimerait personne comme elle avait aimé le jeune marin. Mais elle s'était trouvée au bord d'un abîme, et n'eût été la grâce de Dieu, elle serait à présent une femme déchue, proscrite de la maison de son père. L'homme qu'elle avait épousé était bon. C'était un homme d'affaires capable, même s'il était gros et lourd, un peu puéril et différent d'elle. La vie lui avait accordé une maison selon son goût et une position sûre et harmonieuse dans sa famille et dans la société de Copenhague. Elle en était reconnaissante et elle ne voulait pas risquer de perdre ses avantages. À ce moment-là, Émilie faisait, avec toute la force de sa jeunesse et presque fanatiquement, profession de foi, de sincérité et de sérieux. Les anciens Vandamme lui faisaient sans doute des signes d'approbation du haut du ciel, ou bien peut-être ils jugeaient qu'elle était trop jeune pour prendre une résolution aussi excessive. En tout cas, ils avaient pris eux-mêmes leurs risques quand besoin en était, et ils savaient bien qu'en affaires, il est dangereux de vouloir esquiver le danger. Quant à Jacob, il était amoureux de sa femme et la trouvait plus précieuse que les rubis. Sa première expérience de l'amour avait été très grossière, comme pour la plupart des jeunes gens de la bourgeoisie de Copenhague, que nous tourmentait par des principes de morale très stricts. Mais il avait gardé une grande fraîcheur de cœur et un besoin de correction et d'ordre.
Entre toutes les femmes chez lesquelles il retrouvait son idéal de pureté féminine, il admirait la jeune cousine blonde et immaculée qu'il allait épouser, si proche de lui par sa parenté avec sa propre mère et par l'éducation qu'elle avait reçue. Il avait emporté son portrait à Hambourg et Amsterdam, et il le traitait comme une poupée ou une icône. Émilie qualifiait ce trait de caractère d'enfantillage. En Chine, l'original du portrait prit un aspect éthéré et romanesque. Jacob se plaisait à répéter de petites phrases prononcées par Émilie, rien que pour se rappeler sa voix basse et tendre. Aujourd'hui, il était heureux de son retour au Danemark, heureux d'être marié, de vivre à son propre foyer et de trouver sa jeune femme aussi parfaite que son portrait. Parfois, il eût aimé chez elle un soupçon de faiblesse, ou bien qu'elle fît appel à sa force à lui, qui dans l'état actuel des choses ne servait à faire de lui qu'un être lourd et gauche, à côté de sa délicate épouse. Il satisfaisait les moindres désirs d'Émilie. Et fier de sa supériorité, lui abandonnait toutes les décisions concernant la maison et leur mode de vie, chez eux et dans le monde. Il arrivait cependant que le mari et la femme ne fussent pas d'accord. Par exemple, dans le domaine de la charité, il ne la voyait pas d'un même œil. Émilie chapitrait alors son mari, étonné de sa crédulité. « Que tu es absurde, Jacob, dit-elle. Tu crois tout ce que te racontent ces gens, non pas qu'il te soit impossible d'en douter, mais parce que tu veux y croire. » « N'as-tu pas toi aussi envie de croire à ce qu'on te dit ?» demanda Jacob. Elle répondit. « Je ne vois pas comment on peut désirer croire ou ne pas croire, je veux découvrir la vérité. Du moment qu'une chose est vraie, le reste m'importe peu. » Peu de temps après son mariage, Jacob reçut une lettre d'une quémandeuse rejetée jadis. Cette femme lui révélait que pendant son absence en Chine, sa fiancée avait eu une liaison avec Charles Dreyer. Sachant que c'était un mensonge, Jacob déchira la lettre et n'y pensa plus. Jacob et Émilie n'avaient pas d'enfants. Émilie en était fort affligée. Elle avait l'impression de manquer à ses devoirs. Au bout de 5 ans de mariage, Jacob, contrarié d'entendre sa mère déplorer sans cesse l'absence d'un héritier et préoccupé lui aussi de l'avenir de la maison, proposa à sa femme d'adopter un enfant qui assurerait la succession familiale. Émilie repoussa aussitôt cette idée avec énergie et indignation. Elle ne voyait dans l'adoption qu'une comédie et elle refusa d'imposer à la maison de commerce de son père un héritier légitime. Jacob maintint son point de vue et continua ses instances, mais sans grand effet. Pourtant, lorsqu'il revint sur ce sujet 6 mois plus tard, Émilie, à sa propre surprise, s'aperçut qu'elle ne répugnait plus à l'envisager. Sans doute lui avait-elle inconsciemment fait une place dans ses pensées. Maintenant, la perspective d'adopter un enfant avait pris racine et lui paraissait familière. Elle écouta son mari avec sympathie et compréhension. Si c'est cette idée d'adoption à laquelle il s'attache, se disait-elle, je ne dois pas m'y opposer. Mais en son fort intérieur, elle raisonnait froidement et avec lucidité, et elle restait effarée devant sa sécheresse de cœur. La véritable raison de sa complaisance n'était-elle pas la pensée que l'adoption d'un enfant la délierait de l'obligation de donner un héritier à la maison de commerce, un petit-fils à son père, un fils à son mari. Ce furent en vérité leurs petites divergences de vue touchant le mérite ou l'absence de mérite des pauvres qui furent à l'origine des événements racontés dans cette histoire et dont les époux de la Bredgade furent les acteurs. En été, ils vivaient dans la villa du père d'Émilie, au bord de l'eau, et Jacob se rendait en ville et en revenait dans un petit cabriolet. Un beau jour, il se décida, profitant de l'absence de sa femme, à aller voir un peu estimable vieux mendiant, jadis capitaine d'un de ses navires. Il passa par la vieille ville où les voitures circulaient avec peine et où leur présence était si inusitée que les gens sortaient de leur cave pour les voir.
Dans l'étroite ruelle de la Delgarade, un ivrogne agita les bras devant le cheval et heurta un petit garçon qui poussait une lourde brouette chargée de linge. La brouette et le linge échouèrent dans la rigole. Un attroupement se forma aussitôt, mais personne n'exprima ni indignation ni sympathie. Jacob ordonna à son groom d'asseoir l'enfant dans sa voiture. Il avait le visage couvert de sang et de boue, mais sa chute n'avait pas été violente, et il n'était pas blessé. Il paraissait d'ailleurs tenir son aventure pour un événement ne le concernant pas personnellement. « Pourquoi ne t'es-tu pas écarté de mon chemin, petit imbécile ?» lui demanda Jacob. « J'avais envie de regarder le cheval, » répondit l'enfant, et il ajouta « D'ici, je le vois très bien. » Jacob apprit par un des spectateurs la situation du gamin. Il paya cet homme pour apporter la brouette à sa propriétaire et ramena le gamin chez lui en voiture. L'aspect sordide de la maison de Madame Meller, l'œil unique de cette femme, sa visible dureté de cœur le frappèrent désagréablement. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il pénétrait dans une demeure de pauvres gens. Mais ici, il distinguait un singulier contraste entre cette arrière-cour et l'enfant qui y vivait. On eût dit que, sans le savoir, Madame Meller hébergeait une charmante petite bête sauvage ou un lutin. En rentrant chez lui, il se rappela qu'il avait remarqué une ressemblance entre l'enfant et Émilie. L'attitude du petit révélait une sorte de réserve désintéressée, derrière laquelle on devinait une force, une endurance exceptionnelle. Ce soir-là, Jacob ne parla pas de cet incident, mais il revint chez Madame Meller pour s'enquérir des circonstances auxquelles elle devait la présence du petit garçon à son foyer. Quelques jours plus tard, il raconta son aventure à sa femme, et un peu timidement, comme s'il plaisantait, proposa à Émilie de prendre chez eux ce joli enfant perdu et de le considérer comme le leur. Et comme en plaisantant, elle entra dans le jeu, jugeant préférable de recevoir ce gamin plutôt qu'un enfant de parents connus. Depuis ce jour-là, ce fut Émilie qui revenait sur ce sujet, quand elle ne trouvait pas d'autre thème de conversation avec Jacob. Ils consultèrent le notaire de la maison et envoyèrent leur vieux médecin examiner le petit garçon. Jacob fut surpris et reconnaissant de l'empressement de sa femme à accéder à ses désirs. Elle l'écoutait avec un affectueux intérêt développer ses plans et parfois même lui exposait ses idées personnelles sur l'éducation. Depuis un certain temps, Jacob avait trouvé l'atmosphère conjugale presque trop parfaite et il s'était permis une petite aventure en ville. À présent, il en était fatigué et y avait mis fin. Il faisait des cadeaux à Émilie et lui laissa le soin de poser ses conditions pour l'adoption de l'enfant. Elle lui dit qu'il pourrait amener le gamin dans la Bredgade le 1er octobre, dès le retour de la campagne, mais elle se réservait de décider définitivement à la fin d'avril s'il la garderait Gence ou non, quand il aurait vécu 6 mois chez eux. Si à ce moment-là elle jugeait que l'enfant ne répondait pas à leur espoir, elle le confierait à une brave et honnête famille d'employés de la maison de commerce. Jusqu'en avril, Jacob et Émilie seraient pour Gence comme un oncle et une tante. La famille ne fut pas tenue au courant de ses projets, et de secrets partagés accentua la camaraderie qui s'était établie entre les deux époux. Émilie se disait malgré tout que la situation eût été bien différente si elle avait attendu un enfant à la manière habituelle des autres femmes, et elle trouvait élégant et conforme à la bienséance cette possibilité de régler un événement naturel selon ses propres idées. Les choses s'arrangèrent elles-mêmes pour Madame Meller, à mesure que l'heure de se séparer de Jean s'approchait. Elle n'avait pas pour l'habitude de s'opposer aux désirs de ses supérieurs dans l'échelle sociale, et elle supputait les chances que lui vaudraient ses futurs rapports avec une maison dont les lessives étaient certainement importantes. Seul l'empressement de Jacob à régler les dépenses soi-disant faites pour l'enfant
laissa à madame Heller l'éternel regret de n'avoir pas exigé davantage. Au dernier moment, Émilie changea encore ses plans. Elle voulut chercher l'enfant toute seule, disant qu'il importait beaucoup que leur relation soit nettement établie dès le début. Elle ne se fiait pas, dans l'occurrence, à l'instinct de propriété de Jacob. Par conséquent, quand tout fut prêt pour l'arrivée de Jans dans la Bredgade, Émilie se rendit elle-même en voiture dans l'Adelgade pour entrer en possession du gamin. Elle n'éprouvait aucun scrupule de conscience à l'égard de la raison sociale ou de son mari, mais à l'avance elle était un peu fatiguée de toute cette affaire. Un certain nombre d'enfants mal peignés attendaient visiblement l'arrivée de la voiture dans la rue près de la maison de madame Heller. Ils ouvrirent de grands yeux en voyant Émilie, mais les détournèrent quand elle les regarda. Elle perdit cœur en traversant ce petit groupe d'enfants déguenillés et releva très haut son ample jupe dans l'arrière-cour. Son enfant allait-il ressembler à cela? Émilie avait fréquemment visité des demeures de pauvres. Elle offrait un triste spectacle, mais pouvait-il en être autrement? Vous avez toujours des pauvres avec vous. Aujourd'hui, pour la première fois, et puisqu'un enfant sorti de ces lieux allait entrer dans la belle demeure d'Émilie, elle se sentit liée à la misère et à la détresse du monde. Aussi fut-elle saisie par instant d'un dégoût et d'une horreur imprévue, et aussitôt après par la pitié la plus profonde. Elle entra chez madame Heller sous l'influence de ces états d'esprit opposés. Madame Heller avait lavé le petit Jans et mouillé ses cheveux. Elle lui avait aussi 2 jours plus tôt expliqué en toute hâte la situation et la promotion nouvelle à laquelle il était appelé. Mais madame Heller était une personne sans imagination et nourrissant en outre l'opinion que l'enfant était un niais. Elle ne s'était pas donné grand mal pour lui faire comprendre ce qui lui arrivait. Il l'avait d'ailleurs écouté assez distraitement et s'était contenté de lui demander comment son père et sa mère l'avaient retrouvé. « Oh, par l'odeur, dit madame Heller. » Jans avait transmis la nouvelle aux autres enfants de la maison. Il leur raconta que son papa et sa maman viendraient le lendemain le ramener en grande pompe à la maison. Ce fut pour lui un grave sujet de réflexion de constater que cet événement suscitait une telle agitation dans ce même petit monde de l'arrière-cour, qui avait écouté ses rêves avec tant d'indifférence. Pour lui, la réalité et les rêves étaient une seule et même chose. Il était monté sur la chaise de mademoiselle Anne pour regarder par la fenêtre et assister à l'arrivée de sa mère. Et il était encore debout quand Émilie entra dans la pièce, bien que madame Heller fit le geste de le chasser de son observatoire. La première chose qu'Émilie remarqua chez l'enfant fut qu'il ne détourna pas les yeux à son approche. Il la regarda carrément en face. Une sorte de lumière extatique brilla sur son petit visage. Pendant un moment, la femme et l'enfant se dévisagèrent en silence. Le gamin semblait attendre qu'elle lui parlât, mais comme elle restait silencieuse et résolue, il dit « Maman, je suis heureux que tu m'aies trouvée. Je t'ai attendue si longtemps, si longtemps. » Émilie jeta un coup d'œil du côté de madame Heller. Cette scène avait-elle été préparée en vue de l'émouvoir? Mais l'incompréhension obtuse qu'exprimaient les traits de la vieille femme excluait toute possibilité de ce genre, et Émilie se tourna de nouveau vers l'enfant. Madame Heller était une grosse femme à la large carrure, et Émilie, en crinoline et mantille flottante, prenait aussi une grande place dans la pièce. Jans était bien le personnage le plus menu de la scène qui se jouait en cet instant. Pourtant, c'était lui qui dominait la situation, comme s'il avait pris la direction des événements. Il restait debout, très droit. Son attitude et son regard reflétaient la même joie radieuse. « Je vais rentrer chez nous avec toi, dit-il. » Émilie comprenait vaguement et avec stupéfaction que ce n'était pas la chance extraordinaire de Jans qui l'émouvait en ce moment, mais qu'il pensait uniquement au bonheur merveilleux dont il la comblait, elle.
Une étrange pensée qu'elle ne pouvait s'expliquer s'imposa alors à la jeune femme. Cet enfant est aussi isolé dans la vie que moi, se dit-elle. Gravement, doucement, elle fit un pas vers lui et lui dit quelques paroles amicales à mi-voix. Le petit garçon étendit la main et toucha doucement les boucles soyeuses qui retombaient sur le cou d'Émilie, et dit fièrement. « Je t'ai reconnue tout de suite, tu es ma maman qui me gâte. Je te reconnaîtrai entre toutes les dames à cause de tes beaux cheveux longs. » Il caressa doucement de ses petits doigts l'épaule et le bras d'Émilie et tripota sa main gantée. « Tu as mis 3 bagues aujourd'hui » s'écria-t-il, « n'est-ce pas ?»« Oh oui, » murmura Émilie. Les lèvres de Jean esquissèrent un sourire bref et triomphant. Il devint très pâle. « Embrasse-moi maintenant, maman. » Émilie ignorait qu'il pâlissait ainsi parce que personne ne l'avait jamais embrassé. Étonnée d'être aussi émue, elle obéit, se pencha vers le gamin et l'embrassa. Les adieux de Jean et de Madame Meller furent plutôt cérémonieux pour 2 êtres qui se connaissaient depuis longtemps, mais elle voyait déjà en lui un personnage nouveau, l'enfant d'un homme riche, et elle prit sa main avec une raideur presque respectueuse. Mais Émilie dit à l'enfant de remercier Madame Meller avant de la quitter, d'avoir pris soin de lui jusqu'à présent. Il le fit avec une grâce toute spontanée. Les joues de la vieille femme se couvrirent alors d'une vive rougeur, comme le jour de leur première rencontre à la vue de l'argent. On l'avait si rarement remercié. Arrivé dans la rue, Jean s'immobilisa en poussant un cri de joie. « Oh, mes chevaux sont beaux et bien nourris !» Émilie, déconcertée, se demandait, tandis que la voiture s'ébranlait, quel était l'étrange enfant qu'elle enlevait à la maison de Madame Meller. Dans sa propre demeure, elle monta l'escalier avec Jean, lui fit voir l'une après l'autre toutes les pièces, et son effarement ne cessait d'augmenter. Jamais encore elle n'avait été aussi troublée, aussi peu sûre d'elle-même. Partout l'enfant manifestait le même enchantement, la même joie de se retrouver dans un milieu bien connu. Par moments, il parlait aussi de choses qu'Émilie se rappelait vaguement avoir vues dans son enfance, ou d'autres encore dont elle n'avait pas la moindre idée. Le petit chien que la jeune femme avait emporté en quittant le foyer paternel poussa quelques jappements, et elle le prit dans ses bras, de crainte qu'il ne mordît Jean. Mais Jean cria. « Oh non, maman, il ne me mordra pas, il me connaît bien. » Quelques heures plus tôt, au moment où elle avait embrassé Jean dans la chambre de Madame Meller, Émilie aurait grondé Jean en l'entendant affirmer ainsi ce qu'elle savait être faux. À présent, elle ne dit rien. Un peu plus tard, inspectant la pièce des yeux, Jean dit « Est-ce que le perroquet est mort ?» Et elle répondit « Non », désorientée une fois de plus. « Il est dans la chambre voisine. » Elle avait peur d'une part de rester seule avec Jean, de l'autre de voir un tiers s'interposer entre eux, et elle dit à la bonne d'enfant de quitter la pièce. L'heure du retour de Jacob approchait. Émilie épiait le bruit de ses pas dans l'escalier avec une sorte d'angoisse. « Qui est-ce que tu attends ?» demanda Jean. Ne sachant de quel nom désigner Jacob, elle répondit avec embarras. « Mon mari. » Celui-ci, en entrant, trouva la mère et l'enfant en train de feuilleter un livre d'images. Le petit garçon le regarda fixement. « C'est donc toi, mon papa ?» dit-il. « Je l'ai toujours pensé, et je n'en étais pas tout à fait sûre, tu comprends ? Ce n'est pas par l'odeur que tu m'as retrouvée. Le jour où tu es venu, je crois que c'est le cheval qui se souvenait de moi. » Jacob regarda sa femme, qui faisait mine d'être absorbée par le livre d'images. Il ne s'attendait pas à trouver un esprit logique chez un enfant, et il fut bientôt en train de jouer et de faire des culbutes avec Jean. En plein jeu, Jean posa sa main sur la poitrine de Jacob et dit « Tu n'as pas mis ta décoration ?» Émilie ne tarda pas à sortir de la chambre, elle pensait. J'ai fait un effort pour céder au désir de mon mari.
et voici que c'est moi seule qui semble devoir supporter le fardeau que j'ai accepté. Jean prit possession de la maison dans la Bredgade et en fit son esclave, ni par la violence, ni par le pouvoir, mais grâce à cet état d'esprit le plus fascinant, le plus irrésistible qui soit au monde, celui du rêveur dont le rêve devient la réalité. La vieille demeure fut un peu amoureuse de l'enfant. C'est ce qui arrive toujours aux rêveurs quand ils ont affaire à des gens sensibles à la magie des rêves. Le plus célèbre de ces rêveurs, le fils de Rachel, comme chacun sait, passa par de grandes épreuves et fut même jeté en prison à cause de ses rêves. À part sa petite taille, Jean n'avait aucune ressemblance avec les portraits classiques de Cupidon, et pourtant il était évident que, sans le savoir, l'armateur et sa femme avaient pris chez eux un petit Éros, venu tout ailé dans la vieille demeure. Il était ligué aux suaves et impitoyables puissances de la nature, et ses relations avec chaque membre particulier de la maisonnée avaient le caractère d'une affaire d'amour. Ce fut ce magnétisme irrésistible qui avait poussé Jacob à choisir le gamin pour héritier de la maison Vandamme dès leur première rencontre, et qui causait la frayeur d'Émilie lorsqu'elle appréhendait de se trouver seule avec lui. Le vieux Mania et le personnel de la maison n'échappèrent pas à leur sort, comme ça avait été le cas pour Putiphar, le capitaine des gardes de Pharaon. Avant même de s'en rendre compte, ils avaient tout remis entre les mains de Jans. L'un des effets de ce charme singulier qui émanait de Jans fut que son entourage se vit lui-même tel que le voyait le petit garçon, et fut contraint de vivre selon un idéal déterminé. Et sur ce plan plus élevé de leur existence, il dépendait entièrement de Jans. Pendant le temps qu'il y vécut, la maison changea d'aspect. Elle différa de toutes les autres maisons de la ville et devint un autre mont Olympe, la résidence des dieux. L'enfant traitait avec la même autorité seigneuriale et rieuse la majesté du vieil armateur, maître sur tous les flots de l'univers, la tendresse dévouée et protectrice de Jacob et la grâce d'Émilie un peu fuyante. La vieille femme de charge, qui auparavant se plaignait souvent de son sort, se transforma en gardienne puissante et pleine de bienveillance de la prospérité humaine, véritable cérès en coiffe et tablier. Et pendant le même laps de temps, le cocher, personnage monumental, se dressa très haut au-dessus de la foule du commun, et associant à sa propre personne la vigueur de 2 chevaux bais, trotta majestueusement le long de la Bredgade sur 8 sabots ferrés et retentissants. Ce ne fut que lorsque Jean, immobile et silencieux dans son lit, la tête enfoncée dans les oreillers, explora de nouveaux domaines du rêve, que la maison reprit l'aspect rationnel et solide des demeures de Copenhague. Jean ignorait le pouvoir qu'il exerçait. Sa nouvelle famille ne le grondait pas et ne trouvait rien à redire à ce qu'il faisait. Il ne s'aperçut jamais qu'il était l'objet de l'attention de tous. Il n'avait de préférence pour personne en particulier. Tous correspondaient à l'idée que l'enfant se faisait des choses et occupait légitimement leur place dans le tableau. Leurs relations entre eux faisaient l'objet de sa pénétrante et subtile observation. L'un des phénomènes de sa vie journalière ne cessa de le captiver et de l'amuser. Comment Jacob, si grand, si large, si bien en chair, pouvait-il être aussi soumis à sa mince et frêle épouse? Dans le monde qu'il avait connu jusqu'alors, la corpulence conférait la supériorité. Plus tard, lorsqu'Émilie se remémora cette époque passée, elle pensa que l'enfant paraissait souvent vouloir provoquer l'occasion pour les 2 époux d'affirmer cette forme de leur vie conjugale, et qu'il y applaudissait des 2 mains, comme s'il eût été triomphant et ravi d'avoir contribué par son adresse personnelle à cet heureux état de choses. Mais dans d'autres moments, le sens des proportions lui faisait défaut. Émilie avait installé dans son boudoir un aquarium avec des poissons rouges, et Jean passait des heures à contempler ces poissons sans plus faire de bruit qu'eux-mêmes.
Émilie devina quand il en parlait que pour lui ils étaient d'une taille énorme, voire dangereuse, pour le petit chien par exemple, si celui-ci tombait par hasard dans le récipient. Il pria Émilie de ne pas fermer les rideaux pendant la nuit. Il pourrait ainsi regarder la lune quand tout le monde serait endormi. La tendresse de Jacob pour l'enfant avait parfois l'aspect d'un amour malheureux, ou paraissait être due à l'ironie du sort. Ce n'était pas la première fois que Jacob avait fait cette expérience mélancolique, car depuis son enfance, il aspirait à protéger les faibles, à soutenir les êtres fragiles et sans défense de son entourage et à leur faire rendre justice. Il les parait d'une sorte de mystérieuse auréole, comme s'ils avaient représenté pour lui les trésors les plus précieux du monde. Mais il y avait dans sa nature une sorte d'inconscience telle qu'elle se trouve souvent chez les enfants de vieilles familles riches, dont tous les désirs sont comblés trop facilement, de sorte qu'ils finissent par réclamer l'impossible. Tout en aimant les faibles et les opprimés, Jacob aimait aussi les initiatives hardies. La bravoure le ravissait, où qu'il la rencontrât, et il éprouvait un certain dégoût, une répugnance instinctive pour les gens qui se lamentent et veulent être plaints. Il rêvait, certes, de protéger et de guider sa femme, mais en même temps le petit sourire froid et indulgent par lequel elle accueillait les tentatives de son mari était pour lui un des traits les plus ensorcelants du caractère d'Émilie. Il se trouvait ainsi dans la triste et paradoxale situation du jeune séducteur qui adore passionnément la virginité. Jacob apprenait maintenant qu'il n'était pas question non plus de vouloir protéger Gence. L'enfant ne refusait pas sa protection ou n'en souriait pas comme faisait Émilie. Il en paraissait même reconnaissant, mais il l'acceptait comme faisant partie d'un jeu ou d'un sport. De sorte que lorsqu'ils se promenaient ensemble et que Jacob, estimant que le gamin devait être fatigué, le chargeait sur ses épaules, Jean se figurait que cet homme à la puissante carrure avait envie de jouer, d'être à cheval ou un éléphant, tout comme lui-même s'amusait à faire le cornac ou le cavalier. Émilie se disait tristement que de toute la maisonnée, elle était la seule à ne pas aimer Gence. Elle se sentait peu sûre près de lui, alors même qu'il l'acceptait sans condition, comme la mère idéale, belle et parfaite. Se rappelant que quelques semaines plus tôt, elle avait projeté d'élever le gamin selon ses propres idées, et même rédigé quelques notes sur l'éducation, elle se jugeait ridicule. Pour compenser son absence d'amour, elle se faisait accompagner par Gence dans ses promenades à pied ou en voiture. Elle le conduisait au parc, au zoo, brossait ses boucles épaisses et l'habillait comme une poupée. Ils étaient toujours ensemble. Parfois, Émilie s'amusait du ravissement à la fois étrange et plein de grâce et de dignité de Gence devant tout ce qu'elle lui faisait voir. Mais l'instant d'après, comme dans la chambre de Madame Malheur, elle se rendait compte que quelque généreuse qu'elle se montrât envers lui, ce serait toujours lui le donateur. Les belles-sœurs d'Émilie et ses amies nouvellement mariées, élégantes bourgeoises de Copenhague, qui avaient des enfants à elle, s'étonnaient de voir Madame Vandamme se consacrer complètement à l'enfant trouvé. Mais il arrivait que lorsqu'elles n'étaient pas sur leur garde, un arc mignon perçait d'une flèche leur gorge sous la robe de soie. Après cela, elles ne parlaient plus d'autre chose que de ce joli petit garçon dont elles énuméraient les qualités à Émilie, avec la tendre raillerie qu'elles auraient adoptée en parlant de Cupidon. Elles prièrent Émilie d'amener Gence pour jouer avec leurs enfants. Émilie refusa, se disant qu'il fallait, avant de rien décider, être sûre de la façon dont se comporterait Gence. Après le nouvel an, se disait-elle, je ferai chez moi une invitation d'enfants. Gence était arrivée en octobre chez les Vandamme, quand les arbres étaient jaunes et rouges dans les parcs. Puis les premières gelées incitèrent les habitants de Copenhague à s'enfermer dans leurs maisons et on commença à penser à Noël.
Jean semblait ne rien ignorer de ce qui caractérisait ce jour de fête. L'arbre de Noël, l'oie rôtie entourée de pommes au four, la joie solennelle du départ pour l'église le matin du 25 décembre. Mais il lui arrivait de confondre cette fête avec d'autres fêtes de la saison et de la décrire sous l'aspect de scènes de carnaval et de dire que bientôt toute la maisonnée se déguiserait comme font les enfants le mardi gras. Vu du cadre heureux et gai de sa vie actuelle, il semblait que les composantes de son monde se distinguaient moins clairement que lorsqu'il les voyait de loin. Les jours passèrent. La neige tomba dans les rues de Copenhague et un changement se produisit dans le caractère de l'enfant. Il n'était pas triste, mais étrangement maître de lui et réservé, comme si le centre de gravité de son être se déplaçait et qu'il eût replié ses ailes. Il restait à la fenêtre pendant des heures, plongé dans ses pensées, au point qu'il n'entendait pas toujours quand on l'appelait, tout absorbé par un mystérieux savoir que son entourage ne pouvait partager, car pendant ces premiers mois de l'hiver, on dut se rendre à l'évidence que le gamin n'était, en aucune façon, destiné à s'accommoder d'une situation permanente et de ce que le monde qualifie de fortune ou de chance. L'essence même de son être était le rêve, la nostalgie. Les chambres bien chauffées, leurs rideaux de soie, les bonbons, les jouets, les vêtements neufs, la bonté, la sollicitude de son papa et de sa maman étaient pour lui de la plus grande importance parce qu'ils lui prouvaient la vérité de ses visions. Incarnation même de ses rêves, ils avaient pour lui une extrême valeur. Mais en eux-mêmes, ces biens ne signifiaient pas grand-chose, et il n'était pas de force à le retenir. Jean n'était ni un jouisseur ni un lutteur, c'était un poète. Émilie essaya de lui faire dire ce qui le préoccupait, mais ses efforts n'aboutirent à rien. Puis un beau jour, il lui fit des confidences spontanées. « Sais-tu, maman, dit-il, que dans ma maison, les escaliers étaient si sombres, si pleins de trous, qu'il fallait monter à tâtons, et ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de grimper à quatre pattes. Le vent avait brisé une vitre, et au-dessous, un tas de neige aussi haut que moi couvrait le palier. « Mais ce n'était pas ta maison, Jean, dit Émilie. Ta maison est ici. » L'enfant fit du regard le tour de la pièce. « Oui, répondit-il, ici c'est ma belle maison. Mais j'ai une autre maison, très sombre et très sale. Tu la connais puisque tu y as été. Quand on avait accroché la lessive au grenier pour la faire sécher, il fallait bien se tortiller pour que les énormes draps froids et mouillés ne vous attrapent pas au passage, comme s'ils avaient été des êtres vivants. Tu ne retourneras jamais dans cette maison, déclara Émilie. L'enfant lui jeta un long regard, puis au bout d'un moment, il dit gravement « Non ». Mais il y retournait. Émilie ne parvenait pas, en dépit de l'horreur et du dégoût que lui inspiraient ces lieux, de l'empêcher d'en parler, comme les enfants de l'arrière-cour, par leur indifférence, l'avaient empêché de parler de la maison du bonheur. Quand elle le voyait silencieux et pensif près de la fenêtre ou au milieu de ses jouets, elle savait que son esprit était là-bas. De temps à autre, quand ils avaient joué ensemble et que leur intimité paraissait solidement assurée, ils revenaient sur le sujet. « Dans la même rue que ma maison, dit-il, un soir qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé devant le poêle, il y avait un vieil hôtel meublé où les gens qui avaient peu d'argent pouvaient dormir dans des lits, mais les autres étaient obligés de rester debout et dormaient une corde sous le bras. Une nuit, cet hôtel a pris feu et a entièrement brûlé. Les gens qui étaient au lit ont eu bien de la peine à mettre leurs pantalons. Mais, oh maman, ceux qui étaient debout pour dormir ont été les chanceux. Ils étaient vite dehors.
Un homme a fait une chanson de cette histoire. Les racines de certains jeunes arbres ont été tordues lors de leur plantation et ne s'enfoncent plus jamais dans la terre. L'arbre peut produire quantité de feuilles et de fleurs, mais feuilles et fleurs sont destinées à mourir très vite. Il en fut ainsi de Janse. Il avait dressé vers le ciel et de tous côtés de menues branches, nourries d'air et de rêves. Il avait prospéré à merveille grâce à sa manière de vivre à la fois plusieurs vies en nuances changeantes comme celle d'un caméléon. Mais il avait négligé de prendre racine. À présent, de par la loi de la nature, la brillante floraison se fanait, se flétrissait. Peut-être une activité féconde de l'imagination de Janse aurait-elle pu alimenter une fois encore la plante fragile et lui permettre de subsister plus longtemps. Une ou deux fois, pour l'amuser, Jacob lui avait parlé de la Chine. Et l'enfant avait été captivé au plus haut point par ce curieux pays exotique. Il passait de longs moments à regarder les images représentant les Chinois avec leurs longues nattes, les dragons, les pêcheurs et les pélicans. Et les noms de Hong Kong et du Yangtze-Kiang l'amusaient beaucoup. Mais les adultes ne comprirent pas que ce nouveau voyage imaginaire de Janse impliquait soit la vie, soit la mort, et le frêle rameau récemment jailli se brisa faute de soutien. Au début de l'année, peu après l'invitation d'enfants, Janse perdit ses bonnes couleurs et pencha la tête. Le vieux docteur vint le soir et lui prescrivit des médicaments, sans résultat. L'enfant déclinait tranquillement, la plante s'étiolait. Lorsqu'on mit Janse au lit et qu'il renonça, pour ainsi dire, légitimement au monde réel, son imagination se donna libre cours et l'emporta, telles les voiles d'un bateau dont le lest a été jeté par-dessus bord. Janse était constamment entouré, on écoutait gravement, sans l'interrompre et sans le contredire, ce qu'il disait. Cette attitude des autres l'enchanta, le lit de malade du rêveur devenait un trône. Émilie restait constamment à côté du lit de Janse, désemparée, désolée par le sentiment de son impuissance. Parfois la nuit, elle se tordait les mains de désespoir. Pendant toute sa vie, elle avait essayé de faire la distinction entre le bien et le mal, entre le bonheur et le malheur. Mais ici, se disait-elle avec découragement, je suis entre les mains d'un être bien plus petit et plus faible que moi, auquel cette distinction est parfaitement égale, qui accueille la lumière et les ténèbres, la joie et la peine, avec la même vaillante approbation, la même bonne humeur en camarade pour ainsi dire. Cette attitude se répétant, Émilie supprima tout besoin de réconfort, de consolation qui aurait pu l'effleurer près du lit de son enfant malade. À la fin, elle renonça à tous ses principes et même jusqu'à sa propre existence, semblait-il. Dans la confrérie des poètes, Jean se révélait comme un humaniste, un auteur de qualité unique. Dans tous les phénomènes de l'existence, c'était le caractère saugrenu, burlesque qui l'attirait, l'inspirait. Les fantaisies de Jean se prenaient aux yeux de la pâle et grave jeune femme, dans cette chambre mortuaire, un aspect sacrilège. Mais après tout, c'était la propre chambre mortuaire de l'enfant. « Oh, il y avait tant de rats, maman, disait-il. Tant de rats. Il y en avait plein la maison. Quand on voulait prendre un morceau de lard sur l'étagère, pouf, un rat vous sautait dessus. Les rats se promenaient sur ma figure la nuit. Approchez votre visage du mien et je vous montrerai ce qu'on éprouve dans ce cas-là et l'effet que ça fait. Il n'y a pas de rat ici, mon chéri. Non, bien sûr, et quand je ne serai plus malade, je retournerai dans ma vieille maison pour vous en apporter un. Les rats aiment les hommes plus que les hommes ne les aiment, car ils nous croient bons et même délicieux à manger. Il y avait un vieux comédien qui vivait dans la mansarde. Il avait joué la comédie dans sa jeunesse et voyagé à l'étranger. Maintenant, il payait les petites filles pour qu'elles l'embrassent.
mais elle refusait de l'embrasser, disant qu'elle n'aimait pas son nez. Il faut dire que c'était un nez bien curieux, tout écrasé. Mais quand les filles ne voulaient pas l'embrasser, le vieux comédien pleurait et se tordait les mains. Puis il est tombé malade, et il est mort sans que personne n'en ait rien su. Quand on a fini par entrer dans sa chambre, pense donc, maman, que les rats lui avaient mangé le nez. Pas autre chose, rien que le nez. Les hommes n'ont pas envie de manger les rats, même s'ils ont très faim. Pourtant, à la cave, il y avait un gros garçon qui s'appelait Mads et qui attrapait les rats et qui les faisait cuire. La vieille Madame Meller le méprisait de faire une chose pareille, et les enfants lui avaient donné le sobriquet de l'homme au rat. D'autres fois, Jans parlait de nouveau de la maison de la Bredgade. Il disait « Mon grand-papa a des corps aux pieds. Personne à Copenhague n'en a d'aussi pénible. Quand ils lui font trop mal, il soupire et dit « Il va y avoir des tempêtes en Chine. C'est une sacrée histoire. Mes navires vont sombrer. Et je pense que les marins disent aussi « Quelle sacrée histoire. Notre bateau va couler. » Il est grand temps, je crois, que mon vieux grand-papa se fasse couper les corps. Jans ne parla de Mamselle Anne que les derniers jours de sa vie. Elle avait été sa muse, le seul être sur la terre qui lui ait fait connaître les différents aspects du monde. Quand il évoqua Mamselle Anne, il changea de ton et devint solennel et respectueux, comme s'il lui parlait d'une puissance élémentaire que chacun connaissait nécessairement. Si Émilie eût prêté une sérieuse attention à ses fantaisies, elle aurait compris bien des choses. Mais elle dit « Mais je ne l'ai pas connue, Jans. Oh, maman, elle te connaissait bien. Elle a fait ta robe de noces, qui était toute en satin blanc. Ce fut un long travail. Il y avait tant de garnitures. Et mon papa, poursuivit l'enfant en riant, est rentré dans la chambre et savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit « Ma rose blanche ». Un jour, Jans se rappela tout à coup que Mamselle Anne lui avait légué des ciseaux, et il les redemanda avec impatience. Jamais encore Émilie ne l'avait vu si exigeant, si irritable. Elle sortit de chez elle pour la première fois depuis 3 semaines et s'en alla trouver Madame Meller pour s'informer ce que les ciseaux étaient devenus. Tout en marchant, elle se représentait Mamselle Anne sous l'aspect énigmatique et redoutable d'une parque d'Atropos, tenant elle-même les ciseaux à la main et prête à couper le fil de la vie. Madame Meller avait vendu depuis longtemps les ciseaux à un tailleur de sa connaissance. Elle nia effrontément leur existence, et jusqu'à celle de Mamselle Anne. Le dernier matin de Jans, Émilie lui apporta le petit carlin sur son lit. La tête noire et le corps recroquevillé du petit chien parurent rappeler à l'enfant quelques traits de son ami. « La voilà, dit-il. » La belle-mère d'Émilie et même le vieil armateur venaient journellement voir Jans pendant sa maladie, et toute la famille Mandam pleura autour du lit du petit garçon, quand Jans, comme un minuscule petit ruisseau qui va se perdre dans l'océan, s'abandonna au rêve définitif et sans fond. Il mourut à la fin de mars, quelques jours avant la date fixée par Émilie pour son admission définitive dans la maison Vandame. Le père de la jeune femme décida brusquement qu'il serait enterré dans le caveau de famille, décision irrégulière puisqu'il n'y avait pas eu adoption légale. Ainsi on coucha le descendant des Plecht derrière une lourde grille de fer forgé dans la plus belle tombe qu'un pledge eût jamais connue. Dès les jours suivants, la maison de la Bredgade et ses habitants parurent diminuer à tatiner. Tout le monde était un peu étourdi et troublé, comme des gens qui ont fait une chute et n'osent plus marcher avec assurance. Après l'enterrement, la vie parut singulièrement insipide, triste et vide. Les Vandame n'avaient pas l'habitude d'être malheureux et n'étaient pas préparés à se sentir frustrés d'un bien inestimable tel que la présence du petit Jans. Jacob avait l'impression d'avoir perdu l'ami
qui avait toujours eu en sa force une joyeuse confiance. Aujourd'hui, personne n'en avait plus besoin. Il se voyait réduit à ne plus être qu'un monstrueux et colossal pantin. Pourtant, malgré tristesse et regret, les survivants éprouvèrent au bout de quelque temps un vague soulagement, comme il arrive toujours à la disparition d'un idéaliste. Seule de toute la maison Vandamme, Émilie conserva ses dimensions, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire son équilibre et son sens des proportions. Il conviendrait d'ajouter que, tandis que la maison qui planait dans les nuages retomba sur la terre, cette attitude d'Émilie se maintint et même s'accentua. Elle avait estimé que ce serait affectation de sa part de prendre le deuil pour un enfant qui n'était pas le sien, et tout en renonçant au bal et aux réunions de la saison mondaine de Copenhague, elle accomplissait tranquillement comme toujours ses devoirs de maîtresse de maison. Son père et sa belle-mère, désemparés d'avoir perdu le pôle de leur vie journalière, se tournèrent vers elle pour retrouver leur équilibre. Et comme elle était la plus jeune de la maison et qu'elle leur paraissait ressembler à l'enfant qui les avait quittés, ils reportèrent sur elle la tendresse de la sollicitude qu'ils avaient eue pour Jean. Les longues nuits blanches d'Émilie près du lit de Jean l'avaient pâlie, et ses parents cherchèrent ensemble et avec son mari comment la réconforter et la distraire. Pourtant le silence de la jeune femme ne tarda guère à frapper Jacob et à l'inquiéter. Au début, il aurait pu croire qu'elle jugeait inutile de parler, sauf pour donner ses ordres personnels, et puis elle parut avoir perdu ou oublié l'usage de la parole. Les timides essais du mari pour tirer Émilie de son apathie parurent la surprendre, au point qu'il renonça à les poursuivre. 2 mois après la mort de Jean, Jacob emmena sa femme faire une promenade en voiture. Ils prirent la route qui, depuis Copenhague, longe le Sund jusqu'à Elseneur. Il faisait beau et chaud par cette charmante journée de mai. En arrivant à Charlotteland, Jacob proposa à Émilie de parcourir la forêt à pied, et il renvoya la voiture, chargeant le cocher de les retrouver plus loin. Les 2 époux prirent le sentier forestier, et pendant un moment suivirent des yeux leur équipage qui s'éloignait sur la grande route. Dans la forêt, ils se trouvèrent dans un océan de verdure. Les jeunes feuilles des hêtres avaient perdu leur mystérieuse transparence des premiers jours de mai, mais le feuillage restait si frais que la forêt paraissait encore plus verte à l'ombre qu'au soleil. Plus tard, après la Saint-Jean, les arbres seraient presque noirs à l'ombre, et d'un vert brillant à la lumière. Aujourd'hui, partout où les rayons du soleil perçaient les nouvelles frondaisons, on ne voyait plus la couleur du sol, qui était comme saupoudrée par une poussière d'or. Mais à l'ombre, la forêt luisait, étincelait, tel un étalage de cristaux et de bijoux. Plus d'anémones ni de violettes dans les sous-bois. Au cœur de la forêt, l'herbe était déjà haute. La spérule odorante fleurissait. La couche des petites fleurs étalées semblait flotter autour des racines noueuses des vieux hêtres gris. On aurait cru voir la surface laiteuse d'un lac à un pied du sol. Il avait plu dans la nuit. Sur le chemin étroit, les profondes ornières tracées par les charrettes des bûcherons restaient pleines d'eau. De ci, de là, le fruit vaporeux d'un pissenlit fané captait un rayon lumineux. La fleur des champs était venue visiter les bois. Jacob et Émilie marchaient lentement. Arrivés au débouché d'un petit sentier, ils entendirent tout proche le chant du coucou et s'arrêtèrent pour mieux prêter l'oreille. Puis ils reprirent leur promenade. Mais un peu après, Émilie lâcha le bras de son mari et ramassa la coquille brisée d'un petit œuf d'oiseau bleu pâle. Elle essaya d'en réunir les 2 moitiés et les garda dans la paume de sa main. Jacob commença à lui parler du voyage en Allemagne qu'il projetait de faire avec elle et des villes qu'il visiterait. Elle l'écoutait docilement mais en silence. Ils étaient parvenus au bout de la forêt. De la lisière, on jouissait d'une vue étendue sur le paysage découvert. Après l'obscurité verte des bois, le monde extérieur paraissait incroyablement clair et comme blanchi par la pâle luminosité de midi.
Bientôt cependant, les yeux des promeneurs ne tardèrent pas à distinguer les couleurs des champs, des prés et des bouquets d'arbres dispersés. À l'horizon, de légers cumulus blancs montaient dans le ciel d'un bleu délicat. Le seigle, encore vert, était sur le point de se former en épi. La brise, en l'effleurant, le faisait onduler doucement. Les petites maisons paysannes, couvertes de chaume, apparaissaient telles des îlots passés à la chaux, entre ces longues vagues. Les buissons de lilas en feuillage léger dressaient alentour leurs grappes de fleurs. Jacob et Émilie perçurent le roulement d'une voiture sur la route lointaine. Au-dessus de leur tête, d'innombrables alouettes ne s'arrêtaient pas de chanter. Un arbre abattu par la tempête gisait à la lisière du bois. Émilie dit « Asseyons-nous ici un instant ». Elle dénoua les rubans de son chapeau et le posa sur ses genoux. Au bout d'une minute, elle reprit « Il faut que je te fasse une confession ». Puis elle resta à nouveau silencieuse, comme elle l'avait été pendant toute la promenade en forêt. Entre chaque phrase, elle se taisait longuement, non pas précisément qu'elle parût réfléchir, mais parce qu'elle semblait faire un récit laborieux et incomplet. Enfin, elle dit « Le petit Jean était mon enfant. »« Qu'est-ce que tu dis là ?» s'écria Jacob. Elle répéta « Jean était mon enfant. Te souviens-tu de m'avoir dit, quand tu l'as vu pour la première fois, que tu trouvais qu'il me ressemblait ? Et il me ressemblait en effet. C'était mon fils. » Ces paroles auraient pu effrayer Jacob. Il aurait pu croire qu'Émilie déraisonnait, mais depuis quelque temps les choses lui apparaissaient sous un jour inattendu, et qu'il était prêt à entendre des assertions paradoxales, de sorte qu'il resta tranquillement assis sur le tronc d'arbre, en contemplant les petits rejets de hêtre à ses pieds. « Ma chérie, fit-il, ma chérie, tu ne sais pas ce que tu dis. » Elle se tut pendant quelques instants, comme si l'interruption du cours de ses pensées l'avait déconcertée, mais elle finit par dire patiemment « Je sais que les autres auront peine à me croire. Si Jean s'était resté avec nous, il aurait peut-être réussi à t'expliquer les choses mieux que je ne le fais. Mais essaie de me comprendre. Je pensais que tu avais le droit de savoir. Et si je ne puis me confier à toi, je ne pourrais me confier à personne. » Elle prononçait ces mots avec une sorte d'anxiété. Était-elle menacée d'une totale incapacité de parler ? Jacob se rappela qu'au cours des dernières semaines, le mutisme de sa femme lui avait pesé et qu'il s'était efforcé de la faire parler de n'importe quoi, pourvu qu'elle parlât. « Parle, ma chérie, je ne t'interromprai pas. » Elle commença doucement, comme si elle lui était reconnaissante de sa promesse. « C'était mon unique enfant et celui de Charles Dreyer. Tu as revu un jour Charles Dreyer chez mon père. C'est pendant que tu étais en Chine qu'il est devenu mon amant. » Ces mots rappelèrent à Jacob la lettre anonyme qu'il avait reçue jadis. Avec quel mépris n'avait-il pas repoussé cette calomnie, et quel soin il avait pris pour la cacher à Émilie. Et maintenant voici que cette étrange affirmation lui était répétée par les lèvres mêmes de sa femme. Celle-ci poursuivit. « Quand il m'a demandé d'être sa maîtresse, j'ai été pendant un moment en grand danger, car jamais je n'avais abordé pareil sujet avec un homme. Je n'en avais parlé qu'avec tante Malvina et avec ma vieille gouvernante. Et les femmes, pour quelque raison que j'ignore, prétendent que cette exigence vile et égoïste chez un homme est une insulte pour une jeune fille. Pourquoi permettez-vous qu'on nous donne de vous une opinion pareille ? Toi qui es un homme, tu dois savoir que Charles m'a demandé par amour d'être sa maîtresse et par un élan généreux de son cœur. Il débordait de vie et voulait me donner le surplus dont il n'avait pas besoin, lui. C'était la vie dans toute sa plénitude, c'était l'éternité qu'il m'offrait. Et moi qui avais été si mal informée, j'aurais facilement pu le repousser, j'ai bien failli le faire. À présent encore, quand j'y pense, j'ai peur de cette éventualité comme de la mort.
Mais c'est parfaitement inutile, car je suis certaine que si je revivais ce moment-là, j'agirais exactement comme j'ai agi alors. Et j'ai échappé au danger. Je n'ai pas renvoyé Charles, je lui ai permis de m'accompagner, de traverser le chemin avec moi, de traverser le jardin avec moi, car nous étions à la porte du jardin, et de passer la nuit dans ma chambre. Il devait s'en aller si loin le lendemain matin. Émilie s'arrêta une fois de plus, après quoi elle continua son récit. Cependant, je n'étais pas digne de son amour, parce qu'en ce temps-là, j'étais à la fois si faible et un peu trop dure. C'est pourquoi nous avons passé par bien des épreuves, mon enfant et moi. Si j'avais été une pauvre fille n'ayant en tout et pour tout que 100 $ en poche, cela aurait mieux valu, car alors nous serions restés ensemble. Oh oui, nous avons passé par beaucoup de tribulations. Émilie s'interrompit. Et puis elle dit encore. Quand j'ai retrouvé Jean et l'ai ramené chez nous, je ne l'aimais pas. Vous l'aimiez tous. J'étais seule à ne pas l'aimer. C'était Charles que j'aimais, mais je vivais plus avec Jean qu'aucun de vous. Il m'a fait bien des confidences, que personne parmi vous n'a entendues. Je le comprenais bien, et je voyais que nous ne pourrions trouver aucun enfant semblable à lui. Qui d'autre aurait possédé une telle sagesse? Émilie ignorait qu'elle citait l'Écriture sainte, pas plus que le vieil armateur ne s'était douté qu'il faisait la même chose en ordonnant que Jean fût enterré dans le champ de ses pères et dans la tombe qui s'y trouvait. C'était là encore un de ces tours malicieux que leur jouait le petit magicien. Il m'a enseigné beaucoup de choses. Il était sincère comme Charles. Son absolue sincérité me faisait honte parfois. Je pensais que j'agissais mal en lui apprenant à t'appeler papa. Quand il était malade, je me suis dit, enfin, je pourrais porter le deuil de Charles. Émilie prit son chapeau, le contempla pendant quelques secondes et le reposa sur ses genoux. Mais ensuite, dit-elle, j'ai pensé que ce serait une erreur, sans doute si j'en avais parlé à Jean. L'idée de ce deuil l'aurait amusé et il en aurait ri. Il m'aurait dit d'acheter de beaux vêtements noirs et de longs voiles. Jacob songeait que c'était heureux qu'il lui eût promis de ne pas l'interrompre, car si elle avait attendu une réponse, il n'aurait pas trouvé un seul mot à dire. Arrivée à ce point de son histoire, elle resta si longtemps silencieuse que Jacob faillit croire qu'elle n'ajouterait plus rien. Et il sentit sa gorge se serrer tellement que s'il l'avait voulu, il eût été capable d'articuler un mot. Soudain, Émilie dit « Je croyais que tout cela me ferait affreusement souffrir, mais il n'en a pas été ainsi. Il y a dans ce monde des grâces dont aucun de nous n'a la moindre idée. Le monde n'est pas un lieu sévère et cruel comme on nous le dit. Il n'est même pas juste. Tout nous est pardonné, oui, tout. Nous ne pouvons même pas faire du mal à ce qui est noble et beau dans le monde, tant la puissance du bien est grande. Il était impossible de faire du mal à Jean, tout à fait impossible. Et maintenant qu'il est mort, je comprends tout. Elle s'appuya doucement contre le tronc et regarda pour la première fois autour d'elle depuis le début de son récit. Ses regards erraient, presque caressants, sur le paysage forestier. Il est difficile, dit-elle, d'expliquer ce qu'on éprouve lorsqu'on comprend les choses. Je n'ai jamais été bien habile pour y trouver les termes justes. Je ne suis pas comme Jean, mais depuis le mois de mars, depuis les premiers jours du printemps, il me semble que j'ai bien compris ce qui me paraissait mystérieux. Par exemple, pourquoi tout fleurit? Pourquoi reviennent les oiseaux? J'ai compris la cause de l'immense générosité de ce monde envers moi. Ta générosité est aussi celle de papa. En parcourant cette forêt aujourd'hui, je pensais que j'avais recouvré ma vue, mon odorat de petite fille. Toutes les choses autour de moi me parlent de ce qui les concerne et de ce qu'elles signifient. Émilie promena autour d'elle un ferme regard. Elle signifie Charles. Et elle ajouta longtemps après, « Et moi je suis Émilie, rien ne peut changer cette vérité. »
Elle fit le geste de remettre ses gants posés sur son chapeau, mais y renonça et resta assise pour dire à Jacob : « Maintenant je t'ai tout avoué, à toi de décider ce que nous devons faire. » Et elle continua d'un air pensif : « Personne ne saura jamais rien. Papa ne saura jamais rien. Toi seul tu sauras. J'ai pensé que si tu le voulais bien, lorsque nous parlerons de Jean... » Elle s'arrêta encore et Jacob se dit : « Elle m'a jamais parlé de lui avant ce jour. Elle n'a jamais prononcé son nom. Nous pourrions aussi parler du reste. Il n'y a que sur un point que j'en sais plus long que toi et que j'ai plus de sagesse que toi. Je sais qu'il vaudrait mieux, infiniment mieux, et que tout serait plus facile pour chacun de nous si tu consentais à me croire. » Jacob avait l'habitude d'envisager rapidement une situation qu'on lui exposait et de prendre ses dispositions en conséquence. Il attendit un moment après qu'Émilie eut cessé de parler, puis il dit : « Oui, ma chérie, ce que tu dis est vrai. » Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, merci de liker, partager, commenter et de vous abonner. À bientôt.